Bienvenue chez Détective Eternos. Ce soir, un esprit brillant découvre un mystère terrifiant. Un violon précieux se tait, son propriétaire est retrouvé dans d'étranges circonstances, et une mélodie faible et obsédante persiste comme un message caché. Dans un village où les ombres cachent des secrets et où les sourires polis masquent des motivations, qui pourrait commettre un crime aussi silencieux? Servez-vous une boisson chaude, fermez les rideaux et laissez le mystère s'installer. L'après-midi de juin avait été doux, un jour où St. Mary Mead excelle. Les haies bourdonnaient d'abeilles, les jardins arboraient leurs rosiers, et la vie quotidienne suivait son rythme régulier. Dans le jardin du presbytère, un groupe de villageois s'était rassemblé pour ce qui était annoncé comme un après-midi de culture et de rafraîchissement. Madame Ridley, l'épouse dynamique du pasteur, avait organisé l'événement avec son zèle habituel, réussissant à convaincre l'Institut des femmes et les hommes les plus réticents d'y assister. Il y avait eu un récital de poésie un peu plus long que beaucoup ne le pensaient strictement nécessaire, et une démonstration de composition florale qui avait suscité des hochements de tête admiratifs chez les dames et des bâillements poliment étouffés chez les messieurs. Mais le clou de l'après-midi était le concert de violon de M. Edmund Corby. M. Corby s'était installé récemment dans la grande maison recouverte de lierre à la lisière du village, et bien qu'il fût plutôt solitaire, la rumeur courait qu'il avait autrefois joué professionnellement à Londres. Une touche de glamour était toujours bienvenue à St. Mary Mead, et les habitants étaient impatients de voir si les rumeurs étaient fondées. Miss Marple, sagement assise, une part de gâteau aux graines dans son assiette, observait la scène avec son attention silencieuse habituelle. Elle remarqua que Madame Bentry se penchait avec empressement, tandis que le colonel Melchett semblait préférer de loin inspecter ses roses chez lui. La jeune servante qui servait le thé rougit au passage du violoniste, et un groupe d'enfants était assis en tailleur sur la pelouse, impatients et impatients. Enfin, M. Corby apparut. Grand et mince, le regard intense, il portait son étui à violon avec la gravité de quelqu'un portant un objet sacré. Il s'inclina brièvement, s'assit sur l'estrade improvisée près des lilas et commença à jouer. Les premières notes flottèrent dans l'air, claires et envoûtantes. Les conversations étaient étouffées, même les oiseaux semblèrent discrets. Ce n'était pas la performance amateur polie que beaucoup avaient imaginée, c'était une performance magistrale, emplie d'une passion contenue qui transportait même les plus novices en musique. Pendant quelques précieuses minutes, le village fut transporté, et puis vint le silence. Au début, cette pause avant le morceau suivant semblait délibérée. Mais à mesure que les secondes s'allongeaient, le malaise s'installa. L'archet de M. Corby lui glissa des mains. Ses épaules s'affaissèrent, et d'un mouvement lent, presque gracieux, il s'effondre au sol, le violon serré maladroitement entre ses doigts. Des halètements parcoururent et spurent la pelouse. Madame Ridley poussa un cri perçant. Le colonel Melchett se leva avec l'instinct du soldat. Quelques-uns se précipitèrent, mais ce fut mademoiselle Marple, calme et sûre d'elle, qui se pencha sur le côté, observant l'homme étendu, immobile, sur l'herbe. Son visage était blême, ses lèvres teintées de bleu. Le violon, cet instrument qui, quelques instants auparavant, chantait si magnifiquement, reposait maintenant silencieux à côté de lui. « Mon Dieu !» murmura Madame Bantry, son éventail battant furieusement. « L'homme est mort !» Le gâteau aux graines dans l'assiette de Miss Marple fut complètement oublié. Ses yeux bleu pâle, plus perçants qu'on ne le pensait, capturèrent les détails, le verre de limonade renversé près de sa chaise, la légère trace d'amertume qui flottait dans l'air, les visages surpris des villageois rassemblés en un groupe serré. Le jardin paisible, avec ses roses et son bourdonnement d'abeilles, était devenu le théâtre de quelque chose de bien plus sombre que la culture ou le rafraîchissement. Et Miss Marple, bien que muette, ressentait déjà un frémissement familier. Elle avait vu la tragédie, la folie et le péché revêtir bien des déguisements au fil des ans. Mais il y avait quelque chose de singulièrement révélateur dans le silence d'un violon trop tôt éteint. La musique était terminée, mais le mystère venait juste de commencer. Le choc de l'effondrement de M. Corby sembla se propager, troublant l'atmosphère même du jardin du presbytère. Un instant auparavant, les villageois étaient envoûtés. Bercés par la musique et le bourdonnement des abeilles, les voix s'élevaient dans une confusion mutuelle. Les chaises raclaient l'herbe et les tasses de thé claquaient sur les soucoupes avec une hâte nerveuse. Le visage de Madame Ridley était devenu pâle, ses mains lui serrant la gorge. « Allez chercher le docteur Haydock, immédiatement !» ordonna-t-elle, sa voix vive habituelle maintenant perçante de panique. L'un des jeunes hommes,
impatient de se rendre utile, descendit le sentier en courant vers la rue du village. Le colonel Melchett, robuste et autoritaire, se pencha près du violoniste tombé, sa large main posée sur sa poitrine. Après un bref silence gêné, il se redressa d'un hochement de tête solennel. « Ce n'est pas bon, dit-il d'un ton bourru. Le type est parti. La déclaration a fait l'effet d'une pierre tombée dans un étang, faisant taire tout le monde, à l'exception du bruissement des lilas au-dessus de nos têtes. » Miss Marple, toujours assise, joignit soigneusement les mains sur ses genoux. Inutile de se précipiter. D'autres étaient impatients de le faire, et elle avait appris depuis longtemps que ce qu'on voyait de loin en disait souvent plus long que le chaos au centre. Son regard parcourut l'assemblée, Madame Bantry d'Éventail avec plus de vigueur que la chaleur ne l'exigeait. Monsieur Clément, le vicaire, murmurait une prière. Les enfants étaient emmenés précipitamment par leur mère. Près de l'estrade, un verre de limonade bascula sur le côté, son contenu s'infiltrant lentement dans l'herbe, laissant une légère tache collante. C'était curieux, pensa Miss Marple, de voir avec quelle rapidité la mort pouvait altérer le sens d'un décor. Quelques instants plus tôt, ce même carré d'herbe avait été une scène élégante pour la musique, et maintenant c'était le théâtre d'une tragédie. Le docteur Haydock arriva rapidement, le visage rouge et vif, après avoir été appelé de son cabinet. Il s'agenouilla près du corps sans vie, procéda à son examen avec une efficacité professionnelle, puis se releva, le visage sombre. « Instantané, déclara-t-il. Une crise cardiaque, très probablement. Une crise cardiaque, répéta Madame Bantry, les yeux écarquillés. C'est affreux, et en pleine partie, en plus. Affreux! Des hochements de tête s'élevèrent de tous côtés. L'explication était simple, claire et concise, et semblait apporter une conclusion. Pourtant, comme Miss Marple le savait par expérience, les explications claires ne sont pas toujours les bonnes. Je suppose, dit lourdement le colonel Melchett, qu'il vaut mieux prévenir la police. Une mort subite, et en public. Le règlement, vous savez. Madame Ridley semblait sur le point de s'évanouir, mais était-ce dû au choc ou au désordre qui avait ravagé sa garden party? Difficile à dire. Dans mon jardin, murmura-t-elle d'une voix tremblante. Un après-midi culturel. Oh, les journaux vont faire scandale. Son mari, le vicaire, lui tapota doucement le bras. C'est la volonté du Seigneur, ma chère, dit-il avec douceur. Nous devons supporter cela du mieux que nous pouvons. Mais tous ne le supportent pas avec résignation. Parmi les murmures, des murmures avaient déjà commencé à s'élever, aussi aigus que le cliquetis d'aiguilles à tricoter. Certains se souviennent avoir vu M. Corby pâle plus tôt dans la semaine. D'autres parlèrent de ses habitudes solitaires, de son air mélancolique. Quelques-uns suggéraient, avec cette délectation que seuls les ragots de village peuvent nous procurer, que sa vie passée à Londres avait pu être ponctuée de scandales. Miss Marple, écoutant discrètement, captait chaque fil conducteur et le gardait en mémoire. Elle avait connu trop de cœur pour faillir au moment opportun, et il y avait cette légère amertume qu'elle avait perçue dans l'air, une odeur âcre et persistante là où elle n'aurait pas dû être. À l'arrivée de l'inspecteur Cray de la police du comté, Melchett ayant téléphoné, il trouva une assemblée calme mais enthousiaste, chacun prêt à rendre compte. C'était un homme compétent, quoique peu imaginatif, et son attitude suggérait qu'il considérait l'affaire comme close. Le médecin parle d'insuffisance cardiaque, annonça Cray, après un bref échange avec Haydock. Ce sera probablement le verdict. Il n'y a plus rien à faire. Pourtant, tandis qu'il parlait, son regard se posa sur le verre de limonade, et il fronça légèrement les sourcils. « À qui est-ce » demanda-t-il. Personne ne semblait certain. Une douzaine de voix s'élevèrent, chacune contredisant la précédente. Certains étaient sûrs qu'il avait été posé à côté de la chaise de M. Corby. D'autres pensaient qu'il appartenait à l'une des dames du premier rang. La servante affirmait avoir posé plusieurs verres sur la table, mais elle ne se souvenait plus qui avait pris lequel. L'inspecteur Cray, peut-être réticent à compliquer les choses, balaya l'affaire d'un haussement d'épaule. Ça n'a aucune importance. Ces choses-là finissent par tomber. Les aiguilles à tricoter de Miss Marple, qu'elle avait sorties comme pour calmer ses nerfs, claquaient doucement dans ses mains. Son expression restait placide, mais ses pensées s'étaient vives. On était très négligent avec les boissons, elle le savait. On le voyait souvent lors des fêtes de village, des verres posés, repris par la mauvaise personne, et des confusions s'installaient. Une crise cardiaque pouvait être naturelle, mais un verre de limonade renversé si commodément était un détail qui ne se réglait pas tout à fait. Le corps fut emporté discrètement, et les invités commencèrent à se disperser en groupes discrets, leur conversation basse et pressante. Déjà, les théories se multipliaient.
Madame Price Finch y voyait un avertissement contre les dangers du surmenage par temps chaud. Le jeune Tommy Carter affirma que M. Corby avait été empoisonné par un sortilège gitan, ce qui suscita plus d'amusement que d'inquiétude. Et Madame Bantry, toujours aussi dramatique, laissa planer un sombre soupçon d'acte criminel sans pouvoir en expliquer la raison. Miss Marple rentre chez elle le long du chemin avec Madame Bantry, écoutant son amie revivre chaque instant avec une précision époustouflante. Et là, Jane, au milieu de cette belle musique morte, de quoi donner des frissons. Mais après tout, c'était peut-être son cœur, comme le disait le médecin. Peut-être, murmura Miss Marple. Elle gardait les yeux fixés sur la haie où chèvrefeuille et ronces s'entremêlent. Mais le cœur des gens, ma chère Dolly, cède rarement au moment le plus inopportun. Madame Bantry la regarda d'un air perçant, reconnaissant ce ton de certitude tranquille, bien qu'elle n'insiste pas encore sur ce point. Lorsque Miss Marple atteignit sa jolie maison à la lisière du village, le soir commençait à tomber, dessinant de longues ombres sur les pelouses. Elle posa son tricot, rangea sa tasse de thé et s'assit près de la fenêtre, pensive. Malgré tous les bavardages sur ses crises cardiaques et sa mauvaise santé, elle ne parvenait pas à se défaire d'une impression Edmund Corby n'était pas mort par hasard. La mort était venue délibérément, une main cruelle dissimulée sous la façade distinguée d'une garden party. Et à St. Mary Mead, Miss Marple le savait bien, la cruauté était souvent dissimulée par les meilleures manières. Le lendemain matin, avec la clarté trompeuse du début de l'été, comme si le monde lui-même souhaitait effacer les troubles de la veille. Pourtant, à St. Mary Mead, nul doute que la surface paisible de la vie villageoise avait été brisée. La mort soudaine, publique et dramatique était un sujet bien trop riche pour être laissé de côté. Au petit déjeuner, chaque foyer semblait déjà en possession d'une théorie, et en milieu de matinée, la grand-rue grouillait de conjectures. Chez l'épicier, Madame Price Finch déclara solennellement qu'elle soupçonnait depuis longtemps quelque chose d'étrange chez M. Corby. À la poste, Mademoiselle Hartnell confia l'avoir aperçu un jour rôder dans la ruelle, à la nuit tombée, ce qui pouvait signifier n'importe quoi. Même le forgeron avait son mot à dire, il jurait que l'homme avait conservé une malle verrouillée livrée de Londres 2 semaines auparavant. Miss Marple, portant son panier à travers la grande-rue avec son air modeste habituel, écoutait sans en avoir l'air. Son don était de recueillir les ragots comme une abeille butine, sachant que cette douceur pouvait cacher la substance qu'elle recherchait. Pourtant, elle distinguait instinctivement les fioritures de l'imagination des vérités éparses qui s'y nichent. De retour chez elle, elle était assise dans son petit salon, laissant de côté ses achats. Elle sortit son tricot, toujours réconfortant lorsque les pensées la pressaient, et laissa son esprit vagabonder. Edmund Corby, de la vie générale, était une énigme. Il était arrivé au village 6 mois plus tôt seulement, louant la maison recouverte de lierre connue sous le nom de les Lauriers. Ses manières s'étaient réservées, presque distantes, même s'il se montrait poli lorsqu'on abordait. Cette réserve n'avait fait qu'augmenter les spéculations. Miss Marple l'avait observé plus attentivement que la plupart. Avec sa douceur, elle avait remarqué que lorsqu'on lui parlait, il semblait souvent peser ses mots avant de répondre, comme s'il choisissait soigneusement ce qui devait être révélé et ce qui devait être caché. Elle avait également remarqué qu'il fréquentait peu de monde, hormis la visite occasionnelle d'un jeune homme qui, selon Madame Bantry, était son neveu. Or, ce dernier n'avait pas été vu depuis plusieurs semaines. L'après-midi fut marqué par une visite officielle. L'inspecteur Cray apparut à la grille de Miss Marple, l'air empreint d'une courtoisie professionnelle mêlée d'une légère impatience. Il connaissait, comme beaucoup, la réputation de Miss Marple. Bien qu'il ne l'admette jamais ouvertement, ses observations se révélèrent parfois d'une précision déconcertante. « Ce n'est qu'une question de routine, Miss Marple, » dit-il après qu'elle l'eut introduit dans le salon. « Nous menons des enquêtes sur M. Corby, voisins, connaissances, quiconque pourrait connaître ses habitudes. » Miss Marple croisa les mains sur ses genoux, image même d'une complaisance modérée. « Je crains de ne pas en savoir beaucoup, inspecteur. Ce n'était pas un homme sociable, vous comprenez? Mais on remarque les choses quand on vit aussi longtemps que moi. » Cray esquissa un petit sourire. « C'est ce qu'on m'a dit. » Elle continue d'un ton pensif. Il se promenait souvent le soir, toujours seul. Il était attentif à son apparence, même si je ne devrais pas dire vaniteux. Et il jouait du violon presque tous les soirs, parfois jusque tard dans la nuit. Le son portait, vous savez. L'inspecteur a pris des notes. Des visiteurs, des amis, des proches. Miss Marple inclina la tête. Un jeune homme venait de temps en temps. On m'a dit que c'était son neveu. Un beau garçon, mais agité, du genre à ne pas rester longtemps au même endroit.
Au-delà, je ne peux rien dire. Cray est encore griffonné. L'as-tu déjà entendu parler de sa santé? Jamais, dit Miss Marple. Elle hésita délicatement, puis ajouta bien qu'il ne me paraisse pas malade. Au contraire, il semblait plutôt vigoureux pour son âge. Cray leva les yeux, les sourcils froncés. Le médecin parle d'insuffisance cardiaque. En effet, murmura Miss Marple, les médecins ont souvent raison. Mais parfois, ses aiguilles claquaient doucement. Parfois non. Cray lui lança un regard mi-amusé, mi-irrité. Vous ne trouvez pas qu'il y ait quelque chose de suspect dans les propos de Madame Bantry, n'est-ce pas? Madame Bantry, répondit doucement Mademoiselle Marple, a une imagination débordante. Mais elle perçoit aussi plus de choses qu'on ne pourrait le croire. Il est dangereux de négliger complètement les bavardages des femmes, inspecteur. Sous la broderie se cache souvent un fil de vérité. L'inspecteur ferma son carnet d'un claquement sec. Eh bien, si vous pensez à quelque chose de concret, Miss Marple, vous me le ferez savoir. Après son départ, Miss Marple resta assise, immobile, le regard fixé sur le jardin derrière sa fenêtre. Concret, avait dit l'inspecteur. Pourtant, la vie était rarement concrète. C'était dans les petits détails négligés, les broutilles que les autres ignoraient, que la vérité se révélait. Et elle repensait sans cesse à ce verre de limonade, renversé si commodément près de la chaise de Corby. Ce soir-là, elle rend visite à Madame Bantry à Gossington Hall. Dolly Bantry fut ravie de la voir, car elle rêvait de quelqu'un qui écoutait ses théories sans les rejeter. Ma chère Jane, c'était un meurtre, je te le dis. J'ai senti distinctement une odeur étrange quand il est tombé. Pas seulement de la limonade, mais quelque chose d'âpre, comme un mauvais médicament. Et puis, bien sûr, il y a le neveu. Croyez-moi, les jeunes hommes sont toujours mêlés à ce genre de choses. Miss Marple sirota son thé et laissa les paroles de son amie couler. Sous l'empressement de Dolly se cachait une observation sincère. L'odeur, oui, Miss Marple l'avait remarqué aussi. Quant au neveu, elle réserva son jugement. Les motivations étaient rarement aussi simples qu'un héritage ou l'impatience, même si celle-ci n'était pas à négliger. Plus tard encore, rentrant chez elle sous le crépuscule, Miss Marple passa devant les lauriers. Les volets étaient clos, le jardin envahi par la végétation, et une atmosphère mélancolique flottait dans l'endroit. Elle s'arrêta devant le portail songeuse. La maison semblait désormais non seulement solitaire, mais secrète, comme si elle détenait en ses murs un savoir difficile à révéler. Le lendemain matin, de nouvelles rumeurs circulaient. On disait que l'inspecteur Cray, après avoir enquêté à Londres, avait appris que Edmund Corby avait été plus qu'un simple violoniste. Sa carrière, semble-t-il, s'était terminée brutalement une vingtaine d'années plus tôt dans des circonstances peu recommandables. On avait entendu parler de dettes de jeu, de querelles avec des associés, et même d'un scandale impliquant une dame. Miss Marple écoutait, sans confirmer ni infirmer. Elle savait trop bien comment les histoires se construisent au fil des récits. Pourtant, elle savait aussi que même le scandale, aussi exagéré soit-il, révélait souvent un fond de vérité. Le passé des gens avait tendance à s'immiscer dans leur présent, et les secrets, aussi profondément enfouis soient-ils, avaient tendance à ressurgir au moment le plus inattendu. En rentrant à son cottage, elle repensa à la musique d'Edmund Corby, aux accords envoûtants qui avaient tant ému les auditeurs avant que la mort ne l'emporte. La musique, songea-t-elle, était comme la vérité, on pouvait la réprimer un temps, mais sa résonance persistait. Et quelque part, dans les échos de cette ultime performance, se trouvait la clé pour comprendre non seulement comment il était mort, mais pourquoi. Miss Marple posa son tricot et joignit les mains. L'affaire, bien que débutante, avait déjà pris forme dans son esprit. Les ombres du passé persistaient dans les lauriers, et le violon silencieux n'avait pas encore fini de parler. 2 jours après la mort d'Edmund Corby, la nouvelle secousse se propagea à St. Mary Mead. En début d'après-midi, on entendit le moteur d'une voiture de location s'engager dans la ruelle menant au Laurel. Les rideaux tremblants, les commerçants trouvèrent des prétextes pour se presser sur le pas de leur porte. La nouvelle du retour du neveu de M. Corby se répandit rapidement. Le jeune homme qui descendit de voiture était grand, bien habillé à la mode, citadine, avec une énergie débordante qui semblait peu adaptée aux ruelles du village. Son nom, comme les villageois apprirent trop bientôt, ou plutôt se l'appelèrent, était Gerald Corby. Il était venu 1 ou 2 fois au printemps, n'y restant qu'une nuit ou 2. La rumeur de l'époque le qualifiait de charmant, mais impatient, un jeune homme qui regardait trop souvent sa montre. Il remontait alors d'un pas décidé le chemin bordé d'herbe jusqu'au laurier, déverrouilla la porte
et disparut à l'intérieur. Madame Price Finch, qui avait judicieusement taillé des rosiers devant sa haie, remarqua qu'il n'avait pas l'air particulièrement accablé. Mademoiselle Hartnell, passant par là, ajouta qu'il avait l'air d'un Londonien, ce qui n'est jamais bon signe. À la tombée de la nuit, la moitié du village était convaincue que Gérald Corby était venu revendiquer les biens de son oncle. Miss Marple, cependant, était d'un autre avis. Assise dans le jardin de son cottage, elle songeait à l'arrivée du jeune homme avec un intérêt discret. On recevait un héritage de multiples façons, et le chagrin ou son absence n'était jamais une preuve de culpabilité. Elle avait connu des jeunes hommes qui pleuraient abondamment aux funérailles pour se montrer sans cœur en privé, et d'autres qui laissaient à peine une larme, mais supportaient leur chagrin en silence. Pourtant, le retour de Gérald Corby modifia la donne, et Miss Marple accordait une grande importance à de tels schémas. Ce soir-là, l'inspecteur Cray rend visite à Gérald au laurier. Les villageois constatèrent avec satisfaction l'arrivée du policier, signe incontestable d'un progrès. À l'intérieur du cottage, en revanche, la situation était plus complexe. « Votre oncle est mort subitement », expliqua Cray d'un ton officiel, mais sans hostilité. Le médecin parle d'insuffisance cardiaque, mais vu les circonstances, il faut examiner la situation plus en détail. Gérald hocha la tête, l'air soigneusement neutre. « Bien sûr, je m'y attendais. Vous étiez son plus proche parent, si j'ai bien compris. »« C'est exact. Mon père et son frère sont décédés il y a quelques années. Je suis le seul reproche qui leur reste. »« As-tu vu ton oncle récemment ?»« Pas avant 1 mois ou plus. J'aurais voulu venir plus tôt, mais bon, Londres est toujours bien occupé. Mon oncle n'aimait pas les longs séjours de toute façon. » Les yeux de Cray se plissèrent. « Et sa santé? A-t-il jamais évoqué des problèmes cardiaques ?» Gérald haussa légèrement les épaules. « Si c'est le cas, je ne l'ai jamais entendu. C'était un homme d'habitude, soucieux de lui. Je ne peux pas l'imaginer se surmener sans raison. » Leur conversation dura près d'1 heure, et malgré la politesse de Gérald, il y avait en lui une réserve que l'inspecteur trouva peu satisfaisante. Lorsque Cray partit, il murmura que les jeunes gens qui pesaient si soigneusement leurs paroles avaient souvent quelque chose à cacher. Pendant ce temps, Miss Marple fait sa propre rencontre. Le lendemain matin, elle passait par hasard devant les lauriers avec son panier à tricot lorsque Gérald en sortit. Il s'arrêta poliment, chapeau à la main. « Miss Marple, n'est-ce pas? Mon oncle m'a parlé de vous une fois. »« Vraiment? Je n'imagine pas ce qu'il aurait trouvé à dire sur moi, » répondit Miss Marple avec sa modestie habituelle. « Je crains de ne pas le connaître très bien, si ce n'est qu'il joue du violon à merveille. » L'expression de Gérald s'adoucit. Oui, il y était dévoué. La musique était toute sa vie. J'aurais aimé mieux comprendre. Miss Marple pencha la tête, l'observant d'un regard doux, presque distrait. On comprend souvent les choses trop tard. La vie a toujours une façon de nous apprendre avec le recul. Il la regarda alors plus attentivement, comme s'il soupçonnait que ses paroles douces cachaient quelque chose de plus. Mais Miss Marple se contenta de sourire, lui souhaita le bonjour et poursuivit son chemin. Plus tard, à l'auberge du Sanglier Bleu, Gérald fut aperçu en conversation avec le propriétaire, s'enquérant des trains et des démarcheurs. Cela ne parvient guère à apaiser les esprits. Lorsque Madame Bantry rendit visite à Mademoiselle Marple cet après-midi-là, elle était en proie à de nombreux ragots. « Ma chère Jane, c'est exactement comme je vous l'avais dit. Il veut l'héritage. Croyez-moi, il y aura des problèmes à cause de cette maison et de l'argent que son oncle a laissé derrière lui. Et s'il s'avère que Edmund Corby a été empoisonné, eh bien, qui d'autre que son neveu aurait pu faire ça? » Les aiguilles cannes de Miss Marple claquaient sans cesse. Il ne faut pas se précipiter, Dolly. Les jeunes hommes sont souvent indifférents aux apparences, mais cela ne fait pas d'eux des meurtriers. En fait, on découvre généralement que lorsqu'un suspect apparaît trop évident, la vérité est ailleurs. Madame Bantry pinça les lèvres mais ne dit rien. Elle savait qu'il valait mieux ne pas discuter avec Jane Marple une fois qu'elle avait adopté ce ton particulier. Ce soir-là, un autre visiteur arriva au village. Cette fois un étranger qui demanda son chemin pour les lauriers. C'était un homme brun et trapu, aux manières vives et irritables, dont l'accent suggérait une naissance étrangère. Il se tenait avec une assurance curieuse, et lorsqu'il frappa à la porte d'Edmund Corby, Gérald le salua avec surprise, puis le fit entrer rapidement. La réunion dura jusque tard dans la soirée, les stores baissés, et aucune voix s'élevait assez fort pour être entendue. Mais Madame Price Finch, qui avait délibérément fait sa promenade du soir près du chemin, était certaine d'avoir vu l'étranger partir vers minuit, le visage sombre et figé. Le lendemain matin, la rumeur de cet étranger venu de minuit parvint jusqu'à Miss Marple.
Elle écouta avec intérêt, le regard pensif. Les étrangers étaient rares Lost Mary Mead et, lorsqu'ils apparaissaient, ils passaient rarement inaperçus. L'arrivée d'un étranger sitôt après la mort d'Edmund Corby n'était pas un détail à négliger. Ce matin-là, assise près de sa fenêtre, elle rassemble les fragments d'un homme mort au milieu de la musique. Un verre de limonade à l'amertume inexpliquée, un neveu revenu trop tôt, et maintenant un étranger dont la présence était enveloppée de secrets. Chaque fil, peut-être, était assez innocent, mais tissés ensemble, ils suggèrent un motif qui s'assombrissait d'heure en heure. Miss Marple ignorait encore où ce schéma mènerait. Mais elle était certaine d'une chose. La mort d'Edmund Corby n'était pas un accident de la nature. Quelqu'un avait fait taire le violon, et bientôt, elle découvrira qui et pourquoi. Le lendemain matin de la visite nocturne de l'étranger, St. Mary Mead bourdonnait comme une ruche secouée. Les ragots couraient le long des haies et dans les salons avec une vigueur renouvelée. Qui était cet homme sombre, et pourquoi avait-il choisi de venir si tard dans la nuit? Certains insistaient sur le fait qu'il devait être un notaire ou un agent, venu pour les affaires de M. Corby. D'autres, baissant la voix pour les faits, insinuaient quelque chose de plus sinistre. Un usurier, peut-être, ou un associé dans une entreprise douteuse issue du passé trouble de Corby. Miss Marple, quant à elle, ne fait aucune déclaration. Elle vaquait à ses courses habituelles avec un calme absolu. Elle s'arrêta chez l'épicier, salua poliment la postière et rapporta son panier chez elle, comme si le sujet ne les effleurait guère. Mais intérieurement, elle reconstitue le fil des événements, comparant les fils des événements de la veille aux rumeurs récentes. Cet après-midi-là, Miss Marple reçoit une visite inattendue. Gerald Corby apparut à la porte de son cottage, chapeau à la main, le visage pâle, mêlé de lassitude et de détermination. « J'espère ne pas vous déranger, Miss Marple, » commença-t-il, avec une tentative de courtoisie qui tomba un peu à plat. « Pas du tout, » répondit-elle en l'invitant dans son salon bien rangé. « Asseyez-vous. Une tasse de thé, peut-être? Cela apaise bien des difficultés. » Il accepta, même s'il semblait inquiet. « Pardonnez-moi. Je ne connais presque personne au village. Et vous, eh bien, vous semblez avoir la réputation d'être compréhensif. » Miss Marple versa le thé, les mains fermes. « Des gens, oui. Il ressemble beaucoup au patron de tricot. Quand on en a vu assez, on commence à comprendre comment une maille perdue, ici ou là, peut changer le tout. » Gérald eut un petit rire gêné. « J'aimerais que ce soit aussi simple que du tricot. » Il hésita puis se pencha. « Mademoiselle Marple, sachez que je ne crois pas que mon oncle soit mort de cause naturelle, pas un seul instant. » Elle le regarda calmement par-dessus sa tasse de thé. « Oh, c'est une déclaration audacieuse, monsieur Corby. Ce n'est pas osé, c'est vrai. Mon oncle était fort, soucieux de sa santé. Il m'a écrit il y a seulement 15 jours, toujours aussi vigoureux. Et puis soudain, ça? Non. Quelqu'un voulait le tuer. » L'expression de Miss Marple restait sereine, mais son regard ne manquait pas l'intensité du sien. « Et soupçonnez-vous quelqu'un en particulier? » Gérald marque une pause, puis dit à voix basse cet homme qui est venu hier soir. « Vous le savez, bien sûr. Tout le monde le sait. Il s'appelle Moretti. Mon oncle l'a connu il y a des années à Londres. Ce n'était pas un ami à l'époque, et il ne l'est certainement pas aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi il est venu, mais je peux deviner. Mon oncle lui devait de l'argent, de vieilles dettes. Moretti est du genre à ne pas pardonner facilement. » Miss Marple reposa sa tasse de thé avec un tintement délicat. « De vieilles dettes, » répéta-t-elle doucement. « Elles ont tendance à refaire surface, un peu comme les mauvaises herbes dans un jardin. » Gérald se pencha en arrière et passa une main dans ses cheveux. « À mon avis, Moretti l'a empoisonné. C'est exactement le genre de chose qu'il ferait. » « Et puis il revient rôder après sa mort, qu'est-ce que ça vous dit ?» Miss Marple hocha légèrement la tête, pensive. « Cela m'indique, monsieur Corby, que nous devrions être prudents avant de tirer des conclusions. On a parfois l'air coupable justement parce qu'on ne l'est pas, et parfois l'inverse. » Gérald fronça les sourcils. L'inspecteur Cray ne semble pas disposé à approfondir. Il se contentera d'une insuffisance cardiaque, et ce sera la fin de l'affaire. Mais pas moi. Lorsqu'il partit, Miss Marple resta assise un long moment en silence. Elle savait trop bien que les jeunes hommes cherchaient souvent à trouver rapidement la coupable, surtout lorsque la peur et l'héritage étaient en jeu. Pourtant, l'évocation des dettes, de Moretti, d'un passé empêtré dans des affaires douteuses, ces détails n'étaient pas à négliger. Ce soir-là, une petite réunion eut lieu à la salle de gymnastique de Gossington Hall. Madame Bantry avait invité quelques privilégiés, soi-disant pour une partie de bridge,
Mais les cartes furent vite oubliées au profit d'une discussion sur Edmund Corby. Étaient à présent le colonel Melchett, le vicaire, et son épouse, et bien sûr, mademoiselle Marple. « Je vous le dis, déclara madame Bantry, ce Moretti est la clé. Les étrangers sont toujours synonymes de problème. Sinon, pourquoi se serait-il glissé dans le village à une heure pareille ?» Le colonel Melchett renifla. « Absurde, Dolly. Un créancier peut-être, ou un associé. Mais un meurtre, c'est un peu exagéré. »« Pas un tel sot, rétorqua madame Bantry. Tu ne l'as pas senti, Jane? Cette étrange amertume dans l'air quand Corby est tombé ?» Miss Marple hocha lentement la tête. « Oui, j'ai remarqué quelque chose. Tous les poisons ne sont pas inodores, vous savez, et parfois, même la plus infime trace peut persister. » Le vicaire toussa avec inquiétude. « Il ne faut pas tirer de conclusions hâtives concernant le meurtre. C'est un mot injurieux, et il ne faut pas le prononcer à la légère. Laide, oui, acquiesça doucement Miss Marple. Mais la laideur a tendance à s'immiscer, même dans les plus beaux jardins, monsieur Clément. Et une fois apparue, elle disparaît rarement d'elle-même. Le colonel Melchett, moins patient que les autres, déclara fermement que le verdict de l'inspecteur devait être maintenu jusqu'à ce que davantage de preuves soient rassemblées. Pourtant, son ton manquait de conviction, et Miss Marple vit dans ses yeux qu'il ressentait lui aussi une pointe d'inquiétude. Le lendemain, un autre événement se produisit. La servante des Laurel, une jeune fille timide nommée Elsie, alla trouver Miss Marple en privé. Pâle et tremblante, elle tortillait son tablier de ses doigts si nerveux. « Je n'ai pas voulu le dire avant, madame, » murmura-t-elle. « Mais j'ai vu quelque chose ce soir-là. » Quand M. Corby est arrivé pour la représentation, il avait un verre de limonade à la main. Il l'a posé sur la petite table à côté de sa chaise. Mais ensuite, M. Gérald l'a ramassé. Juste un instant, comme s'il voulait le déplacer. Puis il l'a remis. Miss Marple écoutait, le visage calme. « Et vous en êtes certain ? » ?»« Oui, madame, j'en suis certaine. Seulement, je n'y ai pas cru sur le moment. » Miss Marple tapota doucement la main de la jeune fille. « C'est souvent le cas, ma chère. On voit une chose et on la trouve sans importance, jusqu'à plus tard. » Une fois Elsie partie, Miss Marple resta immobile, tissant mentalement le nouveau détail au motif. Gérald avait touché le verre. Cela ne prouvait pas sa culpabilité, bien sûr. Les verres s'étaient constamment déplacés lors de telles réunions. Mais c'était un fil, et les fils, une fois réunis, formaient un motif. Le soir, le village bourdonnait non seulement de rumeurs sur Moretti, mais aussi de doutes murmurés sur Gerald Corby lui-même. Il était venu trop vite. Certains disaient qu'il avait posé des questions trop hâtives. D'autres se souviennent qu'il avait toujours semblé impatient face aux manières désuètes de son oncle. Miss Marple, comme toujours, réservait son jugement. Elle savait avec quelle rapidité les soupçons pouvaient changer de cap dans une petite communauté. Pourtant, au fond d'elle-même, elle sentait grandir la certitude que la mort d'Edmund Corby n'était pas le fruit du hasard. Et la vérité, quelle que soit sa forme, était ancrée dans les secrets des lauriers. Le village de St. Mary Mead en était arrivé à un point où la mort d'Edmund Corby n'apparaissait plus comme une tragédie soudaine, mais comme une histoire vivante, se déroulant chaque jour avec de nouveaux rebondissements. Chaque matin, les commerçants se retrouvaient à réviser leurs comptes, articulant Gerald Corby et le mystérieux M. Moretti dans des versions toujours plus élaborées. Une crise cardiaque ne satisfaisait plus personne poison. Dettes, liaisons secrètes, tout était évoqué avec la même délectation que le prix du beurre ou l'état des chrysanthèmes de Madame Price Finch. Miss Marple, cependant, demeurait aussi calme que d'habitude, même si, sous son air placide, ses pensées se poursuivaient, sans relâche. Elle avait vécu assez longtemps pour savoir que les histoires du passé s'éteignaient, rarement sans dommage. Au contraire, elles persistaient comme une légère odeur de fumée après un incendie, trahissant l'endroit où quelque chose avait brûlé. Ce fut l'inspecteur Cray qui revint la voir, l'air vif mais trahissant une pointe d'inquiétude. Il trouva Miss Marple dans son jardin, en train de couper quelques roses pour les placer dans un petit vase. « Bonjour, Miss Marple. J'imagine que vous avez entendu les dernières nouvelles. »« À propos de M. Moretti, peut-être » dit-elle sans tourner la tête. Cray grogna. « Oui, on l'a identifié. Un Italien, il vivait à Londres depuis des années. Pas vraiment un citoyen modèle. Il avait une réputation de trafic douteux, jeu d'argent, dettes, menaces. On dirait que Corby l'a connu autrefois. » Miss Marple cueillit une autre rose et la déposa soigneusement dans son panier. Le bon vieux temps a une curieuse façon de revenir quand on le souhaite le moins. Très gênant.
Cray se déplaça, visiblement impatiente par sa douceur. Si Moretti était là pour recouvrer une dette, c'est logique, non? Peut-être avait-il glissé quelque chose dans le verre de Corby. Il en avait l'occasion. Peut-être, murmura Miss Marple. Mais le hasard n'est pas la certitude. Et les gens ne font pas toujours ce qu'ils ont la possibilité de faire. En fait, c'est souvent ce qu'ils choisissent de ne pas faire qui nous en dit le plus. Cray fronça les sourcils, mais il n'avait pas de réponse. Il partit peu après, marmonnant qu'au moins le coroner devrait examiner le corps correctement avant de rendre son verdict. Le soir même, Gerald Corby et M. Moretti furent aperçus ensemble dans le salon de l'auberge du Sanglier Bleu. Leur rencontre fit grand bruit, car ils étaient visiblement mal à l'aise en leur compagnie. Gerald assis, raide, parlait bas mais sec, tandis que Moretti gesticulait d'une main rapide et nerveuse. La femme de chambre de Madame Bantry, venue faire une course, rapporta plus tard avoir entendu le mot argent répété à plusieurs reprises, ainsi que papier et danger. Lorsque les deux hommes se séparèrent enfin, le visage de Gerald était pâle, celui de Moretti, assombri par une colère contenue. Le lendemain matin, Miss Marple avait entendu le récit dans ses moindres détails, peaufiné et embelli au fil de plusieurs récits. Elle y réfléchit attentivement. Argent et papier, danger. De tels mots n'appartiennent pas à la simple histoire du cœur brisé d'un violoniste. Ils relevaient de secrets, de dettes, accumulées au fil des ans. Plus tard, dans la journée, Miss Marple eut l'occasion de parler avec Madame Clement, l'épouse du vicaire, une âme douce qui entendait souvent plus de choses qu'elle ne le pensait au cours de son travail paroissial. « Vous savez, mademoiselle Marple, dit pensivement Madame Clément, Monsieur Corby m'a dit un jour qu'il n'avait plus de famille proche, à part son neveu, bien sûr. Mais il avait l'air terriblement triste en disant cela, comme si le passé le tourmentait encore. « Vraiment ?» demanda doucement Miss Marple. « Et a-t-il jamais mentionné pourquoi il était venu à St. Mary Mead ? Oh, seulement qu'il désirait la paix et la tranquillité. Il disait avoir vécu trop longtemps au milieu du bruit et des disputes. Mais il y avait quelque chose dans sa voix qui fit hésiter Madame Clément, quelque chose qui suggérait qu'il fuyait bien plus que le bruit. Cette remarque est restée gravée dans la mémoire de Miss Marple. Elle l'avait déjà entendue, sous différentes formes, de personnes fuyant Londres, Brighton, voire l'étranger, pour échapper aux conséquences de leur passé. Ce schéma était aussi vieux que la nature humaine elle-même. Ce soir-là, Gerald Corby revient voir Miss Marple. Il semblait épuisé, les yeux cernés par l'insomnie. « Vous avez parlé gentiment l'autre jour, commença-t-il, et j'ai pensé que vous comprendrez peut-être. Mademoiselle Marple, mon oncle, n'était pas l'homme que ce village croit. Il était brillant, certes, mais aussi téméraire. Il y a des années, il jouait beaucoup. Il empruntait à des hommes comme Moretti. Il y a même eu, enfin, je préfère ne pas trop en dire, mais il y a eu un scandale. Une femme. Elle a complètement disparu de la société londonienne. Mon oncle n'a plus jamais été le même après cela. » Miss Marple écoutait, ses aiguilles claquant doucement. « Les scandales, dit-elle enfin, ressemblent beaucoup aux mauvaises herbes, monsieur Corby. On peut les recouvrir de terre, mais elles poussent souvent à des saisons inattendues. » Gérald eut un rire sans joie. « Oui, et maintenant ils ont poussé comme des champignons, n'est-ce pas? Moretti est arrivé et a exigé un remboursement. Mon oncle n'avait plus rien à donner. Il vivait modestement, mais ses dettes passées, elles n'ont jamais disparu. Je crois que Moretti l'a tué. Je ne peux pas le prouver, mais je le sais. » Miss Marple le regarda fixement. « Il faut se méfier, monsieur Corby, de la confusion entre croyance et connaissance. Cette différence a égaré bien des gens. » Gérald rougit, visiblement piqué au vif, et se leva pour partir. « Si la police n'intervient pas, je le ferai, » murmura-t-il. « Je ne laisserai pas cet homme s'en tirer comme ça. » Après son départ, Miss Marple resta immobile. Elle connaissait le danger de l'imprudence d'un jeune homme, et elle savait aussi que, si Moretti était peut-être dangereux, sa culpabilité était loin d'être établie. Le lendemain matin, un nouveau choc s'abattit sur le village. Moretti avait disparu. On le vit quitter le Blue Boar tard dans la soirée, puis plus rien. Personne à St. Mary Mead ne put dire où il était allé. La voiture de location qui l'avait amené était toujours à l'auberge, mais sa chambre était vide. Son absence fait plus de bruit que sa présence. Madame Price Finch était convaincue qu'il avait fui le pays. Mademoiselle Hartnell déclara qu'il se cachait dans les bois. Le colonel Melchett marmonna à propos des étrangers et de leurs manières insidieusement dissimulées. Miss Marple, cependant, pensait autrement. La disparition de Moretti n'était pas celle d'un homme échappant à la justice. Elle donnait l'impression d'un acte planifié, voire forcé. Cet après-midi-là, alors qu'elle passait lentement devant les Laurel, elle aperçut Gerald Corby debout devant le portail, le regard troublé.
Leurs regards se croisèrent, et l'espace d'un instant, Miss Marple crut déceler de la peur sous son air calme. Elle poursuivit son chemin sans un mot, mais dans son esprit, le schéma se précisait. La mort d'Edmund Corby n'était pas un acte isolé. Elle était liée à des dettes, à des ombres du passé, à des personnes qui évoluaient encore dans le présent sans avoir exprimé leurs motivations. Et tant que ces motivations ne seraient pour ça pas révélées, le silence du violon resterait intact. La disparition de M. Moretti offrit au village précisément ce qu'il recherchait, un mystère nouveau, plus dramatique encore que la chute soudaine de Edmund Corby. Au petit déjeuner, on ne parlait plus du violoniste silencieux, mais de l'Italien qui s'était éclipsé à la faveur de la nuit. Certains disaient qu'il avait pris un train matinal en provenance de la ville voisine. D'autres étaient incertains qu'il avait été emporté dans une automobile qui passait dans la rue à minuit. D'autres encore, à voix basse, suggéraient qu'il avait lui-même connu une fin atroce, enterré sous les lauriers de la maison même qui portait leur nom. Pour l'inspecteur Cray, la disparition de Moretti était moins sensationnelle et plus exaspérante. « Un homme fuyant », marmonna-t-il en arpentant le village d'un pas renfrogné. Pas le genre de personne qu'on cerne facilement, probablement rentré à Londres, et bon débarras. Mais il avait une voix pincée qui trahissait un malaise. Un homme disparu compliquerait les choses, surtout quand le public murmurait déjà à propos de poison et de dettes. Miss Marple écoutait, comme toujours, avec une patience apparente et une vigilance intérieure. Elle savait que la vérité des ragots villageois pouvait induire en erreur, mais elle partait rarement de rien. Quelqu'un avait vu quelque chose, peut-être sans en mesurer l'importance. Cet après-midi-là, elle se rend au laurier. La maison était plongée dans un silence morne. Ses murs couverts de lierre pesaient lourdement sous le poids des récents événements. Gérald Corby ouvrit, l'air crispé. « Mademoiselle Marple, dit-il brièvement, je ne pense pas que ce soit le bon moment. »« Mon cher jeune homme, répondit doucement Miss Marple, les bons moments sont rares dans la vie, et il faut en profiter au fur et à mesure qu'ils se présentent. Je vous ai apporté un petit gâteau. C'est très réconfortant dans les moments difficiles. » À contre-cœur, il la laisse entrer. Le hall sentait vaguement la poussière et la désuétude, et les meubles portèrent les marques du temps. L'œil perçant de Miss Marple remarqua les détails. Un étui à violon laissé sur une chaise, des lettres non ouvertes soigneusement empilées sur une table d'appoint, et plus révélateur encore, plusieurs tiroirs verrouillés dans le secrétaire. Gérald remarqua son regard et lui esquissa un sourire forcé. Mon oncle était un homme réservé, il gardait tout sous clé. La vie privée est très importante, acquiesça Miss Marple d'un ton serein, mais on constate souvent que ceux qui protègent leurs biens avec le plus d'acharnement ne protègent pas leurs objets de valeur, mais leurs secrets. Il se raidit, et elle détourna rapidement la conversation vers un terrain plus sûr. Ils s'assirent dans le salon, où les rideaux délavés laissaient entrer une faible lumière. Miss Marple déposa le petit gâteau aux fruits sur la table, et Gérald servit le thé, l'air distrait. « Tu ne crois quand même pas que c'était une cause naturelle, n'est-ce pas ?» demanda-t-il soudain, son regard scrutant le sien. Miss Marple esquissa un sourire doux. « Je crois, monsieur Corby, que les cœurs s'effondrent rarement au moment même où l'on s'apprête à jouer un solo de violon devant un public. La vie est rarement aussi bien synchronisée. » Gérald passa une main dans ses cheveux, l'air à la fois troublé et soulagé. « Alors, vous admettez que c'était Moretti. Ça devait être lui. Il est venu ici pour réclamer de l'argent. Son oncle ne pouvait pas payer. Alors il l'a empoisonné. »« Peut-être, dit doucement Miss Marple. Mais voyez-vous, monsieur Corby, le poison ne s'administre pas à la légère. Il exige préparation, connaissance et surtout opportunité. Moretti a eu peu de temps, je crois, avant que votre oncle ne commence son spectacle. Et l'opportunité est une chose curieuse, elle tombe parfois sur la personne la moins attendue. » Gérald ne dit rien, mais ses jointures blanchissent autour de sa tasse de thé. Lorsque Miss Marple quitta les lauriers, elle s'attarda devant le portail du jardin. Un petit détail avait attiré son attention, la clé d'un des tiroirs verrouillés, oubliée négligemment sur la cheminée. C'était le genre d'oubli que l'on commet rarement, sauf en cas de grande distraction. Elle se demanda si Gérald savait ce qui se cachait dans ces tiroirs ou s'il redoutait de le découvrir. Ce soir-là, elle rend visite au docteur Haydock. Le médecin, bourru et pragmatique, n'avait guère de patience pour les ragots, mais respectait suffisamment Miss Marple pour l'écouter. « Tu penses que c'était du poison ?» dit-il sans détour lorsqu'elle aborda le sujet. « Eh bien, je vous l'accorde, il y avait une odeur chez cet homme. Pas de limonade ordinaire, certainement, mais le coroner voudra des preuves,
et je ne peux pas les fournir sans un examen. Et si nous trouvons quelque chose, il sera difficile de prouver qui l'a administré. » Miss Marple hocha la tête. Les preuves sont souvent difficiles à trouver. Mais le mobile, Dr. Haydock, est bien plus clair. Les gens le révèlent dans leur comportement bien avant de s'en rendre compte. Le médecin grogna, mais une lueur d'approbation brillait dans ses yeux. Alors, il faudra attendre de voir ce que dit le coroner. En attendant, vous resterez à l'écoute, sans aucun doute. Le lendemain, le rapport préliminaire du coroner fit à nouveau sensation des traces de poison étaient présentes. Pas assez pour conclure au meurtre sans l'ombre d'un doute, mais suffisamment pour perturber même les plus sceptiques. Le verdict fut reporté, dans l'attente de nouveaux examens. Aussitôt, les soupçons se concentrèrent sur Gérald. Certains murmurèrent qu'il avait lui-même trafiqué le verre, avide d'héritage. D'autres insistèrent sur le fait qu'il s'agissait de Moretti, qui avait maintenant disparu par hasard. Et quelques-uns, baissant la voix, insinuèrent ce que les deux hommes avaient peut-être été impliqués ensemble. Au milieu de ces murmures, Miss Marple traversait le village d'un pas calme, ses aiguilles à tricoter cliquetant. Elle connaissait trop bien la nature humaine pour se contenter de réponses faciles. Elle avait trop souvent vu la suspicion couler comme l'eau, se posant toujours sur le creux le plus proche. Ce soir-là, alors que le crépuscule tombait sur St. Mary Mead, Miss Marple était assise dans son salon, méditant sur tout ce qui s'était passé. Edmund Corby, un homme au passé trouble, se tut au moment même de la représentation. Gérald, prompt à accuser autrui, mais étrangement évasif lorsqu'on le pressait. Moretti, la silhouette obscure venue de Londres, disparut sans explication, et derrière tout cela, un motif formait un dessin inachevé, mais déjà reconnaissable à son œil averti. Elle se laissa aller dans son fauteuil, croisa les mains et pensa au tiroir verrouillé des lauriers. Ce qui s'y cachait pourrait bien détenir la clé de tout le mystère. Et Miss Marple savait, avec la certitude tranquille née de longues années, que les secrets gardés derrière des portes closes finissaient toujours par s'ouvrir au moment le plus inopportun. L'air de St. Mary Mead semblait s'alourdir de jour en jour, comme si le village lui-même portait le poids des secrets d'Edmund Corby. Des murmures de poison persistaient, comme de la fumée, s'infiltrant dans chaque recoin des conversations. Même les tâches les plus banales, acheter du pain chez le boulanger ou échanger des banalités à la poste, revenaient inévitablement au violoniste dont la musique s'était éteinte dans le silence. Pour Miss Marple, l'important ne résidait pas dans les murmures, mais dans les silences qui les entouraient. Elle avait vécu trop longtemps pour prendre le bruit pour la vérité, et ses pensées revenaient sans cesse au tiroir verrouillé du secrétaire des lauriers. Ce qu'un homme garde précieusement sous clé, songea-t-elle, en dit souvent plus que ce qu'il laisse à la vue de tous. L'occasion d'en apprendre davantage se présente plus tôt que prévu. Gérald Corby, agité et perturbé, se présenta au cottage de Miss Marple le lendemain matin. Son acuité habituelle était atténuée, il paraissait fatigué, voire abattu. « Mademoiselle Marple, commença-t-il, je ne sais pas pourquoi je suis ici. Peut-être parce que vous êtes la seule personne ici qui semble comprendre. L'inspecteur Cray me traite comme si j'étais coupable. Les villageois chuchotent à chaque fois que je passe, et la disparition de Moretti aggrave encore les choses. J'ai l'impression que le sol se dérobe sous mes pieds. » Miss Marple le regarda avec une légère sympathie. « La vie a toujours tendance à nous déstabiliser, monsieur Corby. Mais il vaut souvent mieux affronter ce qui est caché que de laisser les ombres prendre de l'ampleur. » Le regard de Gérald vacilla. « Il y a des papiers dans le bureau de mon oncle. Je ne sais pas ce que c'est, mais je crains qu'ils aggravent dans les choses si la police les découvre. Et pourtant, je ne supporte pas de les regarder moi-même. Les tiroirs fermés à clé peuvent être très gênants, » murmura Miss Marple. « Pourtant, ils le sont généralement pour une raison. Si vous le souhaitez, je peux vous accompagner. Parfois, un autre regard rend le fardeau plus léger. » Il hésita, puis hocha la tête. « Oui, peut-être que tu devrais. » C'est ainsi que Miss Marple se retrouva au Laurel cet après-midi-là. La maison était silencieuse, l'air empreint d'une légère odeur de moisi due à l'inactivité. Gérald la conduisit dans le bureau, où le secrétaire était adossé au mur. La clé, laissée négligemment sur la cheminée, brillait dans la lumière déclinante. D'une main tremblante, Gérald ouvrit le premier tiroir. À l'intérieur, il ne restait qu'un empilement de partitions, certaines soigneusement annotées, d'autres griffonnées d'une main frustrée. Le tiroir suivant révélait des lettres de correspondance de connaissances londoniennes, vieilles de plusieurs années, la plupart concernant des concerts, des répétitions ou des dettes impayées. Ce fut le troisième tiroir, cependant, qui attira l'attention discrète de Miss Marple.
À l'intérieur se trouvait une mince liasse de lettres, nouée d'un ruban délavé, aux bords jaunis par le temps. Gérald les sortit en fronçant les sourcils. « De vieilles bêtises, sans doute, » marmonna-t-il, mais sa voix trahissait la curiosité. Miss Marple, observant, remarqua l'écriture féminine et délicate, l'encre sépia. Gérald ouvrit la lettre du haut et lut quelques lignes à voix haute. « Mon cher Edmund, tu ne peux savoir quelle joie je ressens à réentendre ta musique. Et pourtant, je tremble chaque fois que je vois Moretti près de toi. Ce n'est pas un homme à pardonner. » Gérald s'interrompit, le visage crispé. Moretti. Son nom réapparaît sans cesse. Ses lettres, quel que soit celui qui les avait écrites, il le craignait. Elle aimait mon oncle, c'est clair, mais elle craignait encore plus Moretti. Miss Marple tend délicatement la main. « Puis-je » Il lui remit la lettre, et elle la lut en silence. Les mots étaient tendres, presque désespérés. Il parlait de rencontres secrètes, de promesses, de dettes et de menaces qui planent sur chaque instant. Le nom n'était jamais signé, seulement l'initiale C. Miss Marple remit la lettre sur le bureau avec précaution. « Il semble que votre oncle portait en lui bien plus que des dettes du passé. Il portait aussi un cœur enchevêtré. » La mâchoire de Gérald se serra. « Une femme, on en revient toujours à ça. Mon père a un jour laissé entendre qu'il y avait eu un scandale, mais je n'en ai jamais connu les détails. Était-elle impliquée dans sa mort ? Peut-être pas celle, dit doucement Miss Marple, mais de tels secrets ont tendance à avoir des conséquences bien après la disparition des acteurs. Les lettres suivantes racontèrent la même histoire. L'affection se mêlait à l'effroi, le dévouement teinté de la peur de la colère de Moretti. La dernière se terminait abruptement par ces mots. « Si quelque chose arrive, tu dois te tourner vers Gérald. Il portera le fardeau, contrairement à toi. » À ces mots, Gérald pâlit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Elle me connaissait. Qui était-elle ? Miss Marple ne répondit pas immédiatement. Elle examina le papier lui-même, la façon dont l'encre avait légèrement pénétré les fibres. Elle pensa au motif, au point perdu, à la façon dont une petite boucle mal placée pouvait altérer tout le motif. « Enfin, dit-elle, peut-être devrions-nous découvrir non seulement qui était C, mais aussi pourquoi elle pensait à vous, Monsieur Corby, même à ce moment-là. Le passé a des bras plus longs qu'on ne l'imagine. » Leur fouille du dernier tiroir révéla un petit registre, rempli de chiffres et de noms. Le nom de Moretti apparaît à plusieurs reprises, toujours suivi de sommes qui augmentent au fil du temps. Il était clair que Edmund Corby était débiteur de Moretti depuis des décennies. Gérald referma le livre d'un coup violent. « Voilà, ça le prouve. Moretti l'a tué pour régler ses comptes, et maintenant il est parti pour éviter le nœud coulant. » La voix de Miss Marple était calme, presque réprobatrice. « Cela prouve seulement que votre oncle lui devait de l'argent. Les dettes peuvent y mener à des querelles, oui, voire à la violence. Mais elles peuvent aussi mener au désespoir, à des actes irréfléchis. Il ne faut pas sauter d'un fait à l'autre sans avoir le fil conducteur pour les relier. » Gérald se plaqua une main sur le front, visiblement en difficulté. Alors, que faire ? Attendre que Moretti réapparaisse ou que la police décide que c'est moi ? Miss Marple se leva et lissa sa jupe. « Il faut être vigilant, Monsieur Corby. Les gens se révèlent, si on leur en donne l'occasion. Et parfois, lorsqu'on tire doucement sur un nœud, tout se défait tout seul. » Ce soir-là, alors que Miss Marple rentrait à son cottage, elle sentit l'histoire se transformer sous ses pieds. Les lettres avaient introduit un nouvel interprète, le mystérieux C. Et, avec lui, un motif entièrement nouveau. Amour, peur, secret, dette, tout était entrelacé. Et derrière tout cela, le violon silencieux résonnait encore de sa dernière note. Miss Marple posa son tricot près de sa chaise et joignit les mains, songeuse. Elle savait que le modèle était loin d'être terminé, mais à chaque maille, le dessin devenait plus clair. Et elle soupçonnait qu'avant longtemps, un fil de plus, laissé tomber par inadvertance par quelqu'un qui se croyait intelligent, lui apporterait tout ce dont elle avait besoin. La découverte des lettres au Laurel jeta une ombre nouvelle et inquiétante sur la mort d'Edmund Corby. Aux quatre coins de St. Mary Mead, les spéculations recommencèrent. Qui était C ? Rien que les initiales faisaient errer les esprits, s'attachant à tous les candidats possibles. Certains murmuraient qu'il s'agissait d'une actrice, d'autres d'une dame titrée qui avait passé l'été à Bath. Madame Bantry, avec délectation, affirma que la mystérieuse correspondante devait être quelqu'un d'effroyablement inadapté, le genre de femme dont on ne parle jamais dans la famille. Miss Marple, cependant, vaquait à ses occupations avec une concentration tranquille, rassemblant des fils plutôt que de les tisser prématurément.
Les lettres n'étaient pas, à ses yeux, de simples ragots. C'étaient des confessions du passé, écrites à l'encre qui n'avait peut-être pas autant pâli que l'auteur l'aurait peut-être voulu. C'est lors de la réunion de l'Institut des femmes que Miss Marple glana pour la première fois une information utile. Miss Hartnell, discutant de boutures de rosier avec sa brusquerie habituelle, laissa échapper qu'elle se souvenait d'une époque, bien des années auparavant, où Edmund Corby avait été aperçu à Bath en compagnie d'une femme d'une beauté saisissante. Très étrangère, ajouta-t-elle avec dégoût, bien qu'on m'eût dit qu'elle était anglaise. Ils formaient un duo, lui avec son étui à violon, elle avec ses chapeaux spectaculaires. Les gens étaient ébahis, je vous assure. Miss Marple hocha poliment la tête, conservant le détail. Une femme à l'allure remarquable, associée à Corby dans sa jeunesse. De tels souvenirs, à moitié oubliés par d'autres, lui étaient précieux. Plus tard dans la journée, elle fait une visite au presbytère, où Madame Clément raccommode du linge près de la fenêtre. La femme du pasteur avait le don de se remémorer les choses avec douceur, sans le vernis d'excitation que d'autres y ajoutaient. « Vous avez posé des questions sur le passé de M. Corby, mademoiselle Marple, dit-elle pensivement. Eh bien, je ne peux pas en dire beaucoup, mais je me souviens d'une chose étrange. Une visiteuse est venue le voir peu après son installation ici. Une femme plus âgée maintenant, quoique toujours élégante. Elle n'est pas restée longtemps, mais je me souviens qu'elle l'appelait très cher Edmund à la porte, très ouvertement. Cela m'a semblé inhabituel, car il semblait par ailleurs si réservé. « Tu te souviens de son nom, ma chère » demanda doucement Miss Marple. Madame Clément secoua la tête. Elle portait une broche en forme de violon. Étrange, non? Elle reflétait la lumière, et je trouvais cela curieux, presque sentimental. Les yeux de Miss Marple pétillèrent. Une broche en forme de violon, gage d'affection. Peut-être un cadeau. Ces petits ornements étaient souvent plus révélateurs que des paroles abondantes. Ce soir-là, à Gossington Hall, Madame Bantry reçut Miss Marple pour le thé, désireuse de discuter des derniers événements. « Ma chère Jane, tout concorde, » déclara-t-elle. Cette femme, quelle qu'elle soit, l'aimait, craignait Moretti, et l'avait peut-être quitté pour cette raison. Ce doit être C. Et si Alice réapparut, alors peut-être avait-elle aussi des raisons de vouloir sa mort. Les aiguillets de Miss Marple claquèrent doucement sur ses genoux. Peut-être. Bien que les femmes tuent rarement les hommes qu'elles aiment, bien plus souvent, elles souffrent pour eux. Mais la souffrance de Lee se transmet parfois à la génération suivante. Madame Bantry fronça les sourcils. La prochaine génération. Mais vous ne parlez sûrement pas de Gerald ? Miss Marple sourit faiblement. Je veux simplement dire que nous ne devons pas limiter notre vision au seul Edmund Corby. Les vies sont rarement aussi distinctes qu'elles le paraissent. Des actions menées il y a 20 ans peuvent se prolonger jusqu'à aujourd'hui, tirant sur le présent comme un fil qui se défait d'un vieux vêtement. Le lendemain apporte un nouveau rebondissement. Après une enquête plus approfondie, l'inspecteur Cray révéla que la femme derrière ses initiales n'était peut-être pas totalement inconnue. Une liasse de vieux programmes de théâtre, retrouvés dans les papiers de Corby, portait le nom de Clara Denham, une chanteuse de renommée modeste à Londres 2 décennies plus tôt. Sa carrière s'était terminée brutalement, au milieu de rumeurs de scandale. Clara Denham, justement, avait été engagée pour se produire dans des concerts où Edmund Corby se produisait. « Clara Denham » murmura Miss Marple, lorsque la nouvelle lui parvint aux oreilles. « Oui, cela expliquerait beaucoup de choses. » C'est, en effet, Madame Bantry était ravie. Je le savais. Une chanteuse, exactement le genre de femme inadaptée que je soupçonnais. Elle l'aimait, il l'aimait. Mais Moretti se dressait entre eux. Et maintenant, elle revient pour se venger. Mais Miss Marple ne partageait pas l'attrait de son amie pour le mélodrame. Elle se demandait plutôt pourquoi les lettres de Clara étaient restées en possession de Corby toutes ces années. Les hommes ne gardaient généralement pas de tels souvenirs, sauf s'ils avaient un sens très cher ou très dangereux. Ce soir-là, Gerald Corby revint, apportant les programmes de théâtre laissés par l'inspecteur Cray. Ses mains tremblaient en les montrant à Miss Marple. « C'est elle, dit-il, Clara Denham. Mon oncle devait l'aimer profondément. Mais pourquoi mon nom figurait-il dans sa dernière lettre? Pourquoi a-t-elle dit que je porterais ce fardeau ?» Miss Marple le regarda pensivement. Peut-être savait-elle que les secrets ne peuvent être enterrés éternellement. Les péchés du passé retombent souvent sur les jeunes, qu'ils les méritent ou non. Gerald secoua la tête, frustré. « Mais qu'est-ce que ça signifie pour moi? Je n'ai rien fait. Et pourtant, tout le monde me regarde comme si je l'avais tué. »« Patience, monsieur Corby, dit doucement Miss Marple. La vérité a souvent tendance à se révéler,
parfois à travers ceux-là même qui s'efforcent de la dissimuler. Tandis qu'elle parlait, son esprit retournait déjà le puzzle. Clara Denham, la femme qui avait aimé et craint, qui avait disparu de la scène, qui était peut-être encore en vie. Si c'était le cas, elle détenait peut-être la dernière pièce du puzzle. Mais Miss Marple savait aussi que le nom de Clara n'était pas la seule révélation cachée dans les tiroirs des lauriers. Il restait le grand livre, les dettes qui s'accumulent, et Moretti disparu. Amour et argent, passé et présent, ses forces avaient convergé dans la vie d'Edmund Corby, et elles avaient pris fin avec sa mort. Cette nuit-là, Miss Marple était assise à sa fenêtre, regardant le clair de lune tomber sur le paisible village. Elle pensait à Clara Denham, à sa voix disparue et à ses lettres qui persistaient. Quelque part, sentait Miss Marple, l'histoire de Clara n'était pas encore terminée. Et lorsqu'elle reviendrait, que ce soit en chanson ou en silence, elle changerait la mélodie de toute l'affaire. La révélation du nom de Clara Denham avait une fois de plus transformé l'atmosphère de St. Mary Mead. Il ne s'agissait plus simplement d'un homme s'effondrant lors d'une garden party villageoise, mais d'une histoire teintée de glamour, de scandale et de romantisme. Les villageois qui n'avaient jamais mis les pieds dans un théâtre parlaient avec aisance de danseuses et de figures de théâtre. Madame Price Finch déclarait, avec l'autorité de quelqu'un qui n'avait jamais quitté le comté, que ces femmes entraînent toujours la ruine sur leur passage. Miss Marple, cependant, ne prit aucune part aux spéculations. Elle était assise tranquillement avec son tricot, réfléchissant au tableau qui commençait à se dessiner. Clara Denham, la fille des lettres, aimait Edmund Corby et craignait Moretti. Sa carrière s'était terminée brutalement, son nom disparaissant des affiches aussi vite qu'il était apparu. Avait-elle fui pour échapper au scandale, ou était-elle consumée par le scandale? Et pourquoi avait-elle écrit que Gerald, alors encore enfant, porterait un jour ce fardeau? Ces questions n'étaient pas futiles. Miss Marple savait pertinemment que le passé projetait de longues ombres, et celle de Clara s'étendait désormais sur les lauriers, sur Gerald Corby, et même sur le violon silencieux. L'inspecteur Cray, quant à lui, était moins préoccupé par les ombres. Il arriva au cottage de Miss Marple un après-midi, l'air vif mais trahissant sa frustration. « Nous avons mené une enquête, dit-il sans préambule. Clara Denham est toujours en vie, vivant tranquillement à Bournemouth, de tous les endroits. D'âge mûr maintenant, respectable, elle reste discrète. Mais lorsque je l'ai interrogée sur ses liens avec Corby, elle a refusé de dire grand-chose. Elle a nié connaître Moretti. Cela me paraît suspect. » Miss Marple posa délicatement sa tasse de thé sur sa soucoupe. « Pas forcément, inspecteur. Les femmes de sa génération apprenaient souvent que le déni était plus sûr que la confession, surtout si leur réputation était autrefois précaire. » Cray renifla. « Tu la crois innocente, alors ?»« Innocent est un mot que j'emploie avec parcimonie, » répondit Miss Marple avec douceur. « Mais je pense qu'elle en sait peut-être plus qu'elle ne l'a admis. Quant à savoir si cette connaissance a conduit à la mort d'Edmund, c'est une toute autre histoire. » L'inspectrice se leva, visiblement insatisfaite. « Si elle en sait plus, je m'en assurerai. Mais en attendant, nous n'avons toujours aucune trace de Moretti. Soit il a fui le pays, soit il a rompu, laissant cette sombre hypothèse de côté. » Lorsqu'il est parti, Miss Marple resta assise, immobile, ses aiguilles momentanément inactives. « Bournemouth, pensa-t-elle, pas si loin. » Clara Denham n'était pas un fantôme du passé, mais une femme vivante dont le silence pouvait encore être rompu. Ce soir-là, elle prit le thé avec Madame Bantry, qui était folle de joie. « Alors, c'est Clara Denham. J'ai toujours dit qu'il y avait une femme derrière tout ça. Imaginez, une actrice ghanéenne, ou presque, cachée à Bournemouth. Et maintenant, l'inspecteur Cray la soupçonne de meurtre. C'est trop parfait. » Le sourire de Miss Marple était faible. La vie d'Ollie est rarement aussi parfaite que le théâtre. Les motivations ne se limitent pas à la jalousie et à la passion, même si elles jouent un rôle. L'argent, l'orgueil et la peur sont des acteurs bien plus puissants dans le drame humain. Madame Bantry soupira, déçue par l'absence de mélodrame. Mais elle ne pouvait nier que la calme assurance de Jane Marple avait du poids. Le lendemain matin, un autre rebondissement se produisit. Gerald Corby apparut au cottage de Miss Marple, pâle et agité. « Elle m'a écrit, » dit-il brusquement en sortant une lettre pliée. « Clara Denham. Je ne sais pas comment elle a appris ma présence, mais elle l'a su. Elle demande à me rencontrer seule à Bournemouth. Elle dit avoir quelque chose à me dire au sujet de la mort de mon oncle. » Miss Marple accepta la lettre et la parcourut d'un regard perçant. L'écriture était soignée, le ton pressant mais retenu. « Tu dois venir, Gerald. Il y a des choses que je ne peux pas écrire,
des choses qui te laveraient de tout soupçon si seulement tu les entendais. Crois-moi. Tu comptes y aller ? Demanda doucement Miss Marple. Gérald hésita. Je le veux. Si elle peut me libérer, je le dois. Mais il s'interrompit, jetant un coup d'œil vers la ruelle. Si Moretti est encore en vie, il ne veut peut-être pas qu'elle parle. Cela pourrait être dangereux. Miss Marple posa doucement sa main sur la sienne. Le danger ne vient pas de ce qu'on attend, monsieur Corby, mais de ceux qu'on néglige. Si vous y allez, ne partez pas seul. Gérald la regarda avec surprise. Tu veux dire que tu viendrais avec moi ? Miss Marple sourit sereinement. Un voyage tranquille à Bournemouth ne me ferait pas de mal, et j'ose dire que Clara Denham serait peut-être plus disposée à parler à une autre femme de sa génération qu'à un jeune homme nerveux ou à un inspecteur sévère. Ainsi fut-il convenu. 2 jours plus tard, Miss Marple et Gerald Corby prennent le train pour Bournemouth, arrivant dans une ville grouillante de vacanciers, de colonels à la retraite et de dames aisées. Clara Denham résidait dans une modeste pension de famille près de la mer, où la propriétaire, une femme joyeuse et peu curieuse, les conduisit à un salon. Clara elle-même attendait. Elle n'était plus la beauté éclatante de la scène, mais des traces de cet éclat d'antan subsistent dans la carrure de ses épaules, dans ses yeux expressifs qui passaient rapidement de Gérald à Miss Marple. Elle portait des vêtements simples, mais sur son col brillait la broche que Madame Clément avait décrite, le violon qui reflétait la lumière. « Alors, tu es là » dit doucement Clara. Sa voix résonnait encore comme sur scène, même si le temps l'avait adoucie. « Je n'étais pas sûr que tu le ferais. » Gérald la regarda d'un air presque accusateur. « Pourquoi m'as-tu écrit ? Que sais-tu de la mort de mon oncle ?» Le regard de Clara vacilla, puis se posa sur Miss Marple. « Pouvons-nous parler en privé ? Cette dame comprend, je crois. » Miss Marple inclina la tête. « Monsieur Corby attendra en bas. Peut-être pourrions-nous discuter tranquillement, de femme à femme. » À contre-cœur, Gérald accepta, les laissant seuls dans le salon. Clara s'affala sur une chaise, les mains tordant la broche qu'elle portait au cou. « J'aimais Edmund, » dit-elle simplement. « Il y a des années, je l'aimais, mais c'était imprudent, terriblement imprudent. Il empruntait de l'argent, se faisait des ennemis, s'attire des hommes comme Moretti. Je l'ai supplié d'arrêter. Quand le scandale a éclaté, j'ai quitté la scène pour préserver le peu de dignité que je pouvais. Mais je n'ai jamais cessé de l'aimer. » Miss Marple écoutait, le visage serein. « Et les lettres ?» Clara rougit. « Oui, je les ai écrites. J'avais peur que Moretti lui fasse du mal, peur que les dettes le consument, peur même pour Gérald, même s'il n'était qu'un enfant à l'époque. Je pensais que Edmund ruinerait à jamais le nom de la famille. » Sa voix se brisa. « Et maintenant, il est mort, et ils vont me blâmer. Ils le font déjà, n'est-ce pas ?» Le regard de Miss Marple était bienveillant, mais perçant. On a tendance à accuser ce qu'on ne comprend pas. Mais la vérité, Madame Denham, a toujours le don de triompher. Il suffit de la dire clairement. Clara serra ses mains fermement. « Alors, je dois te dire quelque chose. Edmund m'a confié, il y a quelques semaines à peine, qu'il craignait quelqu'un de proche, pas Moretti. Quelqu'un ici, dans ce village. Il a dit qu'il avait découvert quelque chose et qu'il ne se laisserait pas réduire au silence. Et maintenant, il est parti. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds de sous-entendus. Miss Marple resta immobile, le regard fixé sur la femme devant elle. Un autre fil s'était formé, plus sombre et plus dangereux que le précédent. L'ombre de Clara Denham s'étendait non seulement vers le passé, mais aussi vers le cœur du présent. Et Miss Marple savait que la mélodie du violon silencieux atteignait son ultime et inévitable crescendo. De retour de Bournemouth, Miss Marple et Gerald Corby arrivent à St. Mary Mead en fin d'après-midi, le train roulant sur des rails qui leur semblaient trop familiers. Le village semblait inchangé, pourtant, pour Miss Marple, il semblait chargé d'une tension subtile, comme si chaque haie, chaque fenêtre, murmurèrent la prudence. Il y a eu la disparition de Moretti, les révélations de Clara Denham, et maintenant la mort d'Edmund Corby planait sur eux comme une ombre, façonnant l'atmosphère de chaque conversation. Gérald était agité, arpentant le quai en attendant un taxi. « J'aimerais bien comprendre, » dit-il d'une voix basse et tendue. « Clara dit que c'est quelqu'un de proche, quelqu'un ici, au village. Mais qui ? Et pourquoi ?» Le regard de Miss Marple était fixe, s'imprégnant de cette scène familière. Les gens qui vivent près les uns des autres croient souvent bien se connaître. Mais la proximité peut être trompeuse. La personne la plus proche d'un secret est souvent celle qui paraît la moins coupable. De retour chez lui, Gérald décide de retourner au Laurier pour inspecter la maison plus attentivement. Il avait besoin d'être
rassurée d'un sentiment de sécurité dans ce lieu si discrètement menacé. Miss Marple l'accompagne, remarquant le léger tremblement de ses mains et la raideur de sa posture. À l'intérieur des lauriers, l'air était immobile, chargé d'une légère odeur de citron provenant du verre posé sur la pelouse, désormais nettoyé mais toujours présent dans le souvenir. Gerald se dirigea vers le secrétaire, comme attiré par les tiroirs verrouillés. Miss Marple, calme et posée, le laissa explorer les lieux tandis qu'elle observait en silence. Ce registre, marmonna Gerald, celui où étaient répertoriées les dettes de Moretti, aurait-il pu suffire à quelqu'un d'autre pour décider qu'il fallait arrêter mon oncle? Miss Marple pencha la tête. Parfois, ce n'est pas ce que dit le grand livre qui compte, mais ce que les gens pensent. Une croyance, une méprise, peut pousser quelqu'un à des actes désespérés plus vite qu'une dette avérée. Tandis qu'ils discutaient, on frappa à la porte d'entrée. Gerald alla ouvrir, et Miss Marple resta près de la fenêtre, observant dehors avec la patience d'un chat observant un oiseau voltant. C'était Madame Bantry, dont l'expression mêlait curiosité et subtilement inquiétude. « Jane, tu dois me dire ce que tu as découvert. J'ai entendu dire que tu étais allée à Bournemouth. As-tu parlé à Clara ?»« Oui, Dolly. Clara Denham nous a donné des informations importantes, mais elles sont incomplètes. Nous devons agir avec prudence. Trop de spéculations ne feront que nuire aux innocents. » Le regard de Madame Bantry était perçant. « Vous voulez dire Gérald? Il n'est pas coupable, bien sûr. Mais quelqu'un ici à St. Mary Mead n'est pas ce qu'il paraît. Vous devez le constater. » Miss Marple sourit doucement. « Je vois beaucoup, Dolly. Et beaucoup restent invisibles. C'est souvent ainsi que la vérité émerge, par l'observation discrète d'un comportement, plutôt que par le bruit des accusations. » Alors que Madame Bantry partait, Mademoiselle Marple remarqua le malaise de Gérald. « Vous craignez d'être soupçonné ?» dit-elle doucement. « Oui, oui, admit-il. Même les mots de Clara laissent penser que je suis impliqué. Et la disparition de Moretti, quelqu'un pourrait facilement me piéger. » Les yeux de Miss Marple se plissèrent légèrement, non pas d'inquiétude, mais de reconnaissance. Et c'est précisément là, Monsieur Corby, le problème. Celui qui profite d'une mort ou d'un silence paraît souvent le moins suspect à son entourage. Plus le suspect est proche, mieux il se dissimule. C'est pourquoi j'observe attentivement, j'écoute, et je ne néglige aucun détail. Le lendemain matin, le village semblait presque normal, bien que Miss Marple ait noté des changements subtils, les yeux qui clignent vers les lauriers, les murmures qui s'arrêtèrent brusquement lorsqu'elle passait, et la tension silencieuse qui semblait flotter dans l'air comme de la brume. Elle décida d'aller voir le presbytère, espérant observer les réactions des villageois. Madame Ridley était inhabituellement bavarde, s'attardant sur la garden party comme pour se distraire. Le pasteur, plus posé, mentionna nonchalamment qu'il avait appris la disparition de Moretti et exprima son inquiétude pour son neveu, si perturbé. Miss Marple sirotait son thé, écoutant les nuances du discours, les pauses et les hésitations. De petits détails s'accumulent dans son esprit. Un léger coup d'œil vers une fenêtre, une main crispée sur une tasse de thé, la formulation précise d'une phrase. Chacun de ces détails, apparemment insignifiants, pouvait révéler bien plus que de simples déclarations directes. En fin d'après-midi, elle retourna à son cottage et s'assit tranquillement, rassemblant des pensées inachevées. L'avertissement de Clara, un proche, était crucial, et il visait l'intérieur, non l'extérieur. Le danger, soupçonnait-elle, ne résidait pas dans l'absence de Moretti ni dans l'éloignement de Clara, mais dans les visages ordinaires du village, ceux qui souriaient et hochaient la tête avec une apparente innocence. Ce soir-là, elle reçoit un message urgent. Gérald avait trouvé un indice dans un fragment de correspondance de Lorelza, suggérant que Moretti n'avait peut-être pas agi seul. Quelqu'un avait trafiqué le verre de limonade. Gérald hésitait à en parler à l'inspecteur Cray, craignant d'être renvoyé ou, pire, de s'impliquer. Miss Marple examina attentivement le mot. L'écriture, bien que rapide, présentait des boucles et des inclinaisons particulières qui suggéraient qu'il s'agissait d'une personne familière avec les habitudes de Edmund Corby. Pas un inconnu, pensa-t-elle. Quelqu'un qui se déplaçait librement dans la maison, qui comprenait le quotidien des Lauriers et pouvait manipuler les événements sans s'en rendre compte. Le violon silencieux, songea-t-elle, avait non seulement été réduit au silence, mais était devenu le héros de motivations cachées, de rancunes dissimulées et d'intentions masquées par des apparences ordinaires. L'un des villageois, elle en était certaine, en savait bien plus qu'il ne l'admette. Miss Marple se laissa aller dans son fauteuil, ses aiguilles à tricoter posées sur ses genoux. Le motif se précisait, maille après maille,
Quelqu'un de proche avait orchestré la disparition d'Edmund Corby, mêlant peur, dette et secret à un tableau soigneusement construit. Et le moment de le démêler, délicat, précis et définitif, approchait. Le village de St. Mary Mead, comme souvent, s'installa dans un calme précaire, comme si les événements entourant la mort d'Edmund Corby avaient laissé une légère vibration dans l'air. Les gens vaquent à leurs occupations, échangeant des hochements de tête polis et des plaisanteries discrètes. Mais le murmure de la suspicion persistait. Il persistait, subtil mais insistant, comme le fond d'une mélodie restée en suspens. Miss Marple, quant à elle, évoluait discrètement parmi ses voisins, semblant absorbée par des courses banales, mais observant tout avec son attention habituelle. Elle remarquait quel regard la suivait, quelle voix s'éteignait lorsqu'elle entrait dans une pièce, et quel geste semblait répété plutôt que naturel. Chaque petit mouvement, chaque petite réaction ajoutait une maille au schéma qu'elle tissait dans son esprit. C'est Gerald Corby qui, sans le savoir, donna l'impulsion finale. Après avoir relu les lettres de Clara Denham, il avoue à Miss Marple son malaise persistant face à la disparition de Moretti. S'il est parti peut-être pour de bon, pourquoi mon oncle insistait-il pour qu'un proche du village fasse attention? Que voulait-il dire? Miss Marple le considéra pensivement. La crainte de votre oncle était fondée, Gérald. Celui qui agit le plus discrètement, le plus délibérément, se cache souvent au grand jour. Il manipule les circonstances avec tant de subtilité que personne ne voit la main qui le guide. Ce soir-là, une petite réunion fut organisée au presbytère sous couvert de thé. Les invités furent soigneusement choisis. Gerald Corby, Madame Bantry, le colonel Melchett et plusieurs autres personnes dont l'implication ou la proximité avec les événements justifiait une observation. Miss Marple, quant à elle, resta en retrait, tricotant sur une chaise près de la fenêtre, son regard passant calmement d'un visage à l'autre. « Le thé est servi », annonça Madame Ridley, s'agitant avec son énergie habituelle, inconsciente de la tension qui couvait sous le vernis poli. Miss Marple remarqua la disposition des tasses, la manière dont chaque invité les tenait, et le regard subtil qu'une main lançait vers le sucrier, une légère hésitation, un pincement des doigts qui échappait à l'œil ordinaire, mais qui lui en disait long. Au bout de quelques instants, Miss Marple se leva et s'adressa à l'assemblée avec sa douceur et sa modestie. « Je me demande, dit-elle, si nous n'avons pas accordé trop d'attention aux ombres lointaines et négligé les visages familiers qui nous accompagnaient. On découvre, au fil des ans, que des gens ordinaires sont capables d'actions extraordinaires lorsqu'ils sont poussés par la peur, la jalousie ou l'ambition. » Il y eut un murmure de surprise. Le colonel Melchett s'éclaircit la gorge. « Mademoiselle Marple, je ne vois pas en quoi cela s'applique à la mort malheureuse de M. Corby. Nous avons des preuves suggérant une cause naturelle. » Miss Marple secoua légèrement la tête. Les preuves peuvent être trompeuses. L'essentiel est de comprendre le comportement humain. Qui avait le mobile, l'opportunité et les connaissances nécessaires pour agir sans être détecté? Son regard s'attarda, subtilement, sur une silhouette restée silencieuse jusqu'alors M. Clément, le vicaire. Ses mains se tordaient nerveusement. Son regard errait autour de lui. L'expression de Miss Marple ne changea pas, mais son esprit était vif. C'était la personne qui avait accès à tout, qui se déplaçait librement sans attirer l'attention, et dont la politesse prudente dissimulait plus qu'elle ne révélait. J'ai observé, poursuit Miss Marple, que M. Corby était prudent dans ses habitudes, précis dans ses routines. Celui qui lui voulait du mal devait être quelqu'un qui connaissait ses routines par cœur, quelqu'un dont la présence ne suscitait aucune alarme, dont les faits et gestes étaient banals dans un village où tout le monde se connaissait. Un léger halètement s'éleva chez Madame Bantry. « Jane, tu ne veux pas dire… » Les aiguilles à tricoter de Miss Marple claquèrent doucement lorsqu'elle conclut. Oui, c'était quelqu'un de proche, en effet. Quelqu'un qui semblait au-dessus de tout soupçon, qui évoluait dans la maison et parmi les amis sans que personne n'y réfléchisse à deux fois. L'acte était subtil, délibéré, et exécuté avec une connaissance précise du moment et du comment frapper. Et c'est cette personne qui fit basculer le verre qui contenait une substance suffisante pour précipiter la mort de M. Corby, sans un bruit, sans attirer l'attention, sachant que le spectacle allait commencer et que tous les regards seraient rivés ailleurs. Le visage de M. Clément pâlit, son sang-froid se brisant. « Je ne comprends pas. » Miss Marple posa son tricot et se leva, l'air serein mais ferme. « J'en ai bien peur, M. Clément.
Vous craignez que M. Corby ne découvre le détournement de fonds de l'église sur lequel il était tombé, n'est-ce pas? Le registre qu'il avait trouvé parmi vos papiers, la somme manquante, le mettait dangereusement près de découvrir la vérité. Vous avez assuré son silence, sous couvert d'un échec naturel, espérant que personne ne soupçonnerait le modeste vicaire. Un silence stupéfait s'abattit sur la salle. Gerald fixait la scène, muet, tandis que Madame Bantry serrait son éventail fermement. Même le colonel Melchett, d'habitude prompt à s'affirmer, parut momentanément abasourdi. Les épaules de M. Clément s'affaissèrent. « Oui, murmura-t-il enfin. Je n'avais pas l'intention de lui faire de mal, seulement de l'effrayer, d'éviter qu'il ne soit exposé. Mais il but, puis s'effondra. Je n'avais jamais voulu que cela arrive. » Miss Marple hocha la tête d'une voix douce. C'est précisément à cause de la peur et de l'ambition que des actes ordinaires peuvent se transformer en crimes extraordinaires. Et maintenant, grâce à l'observation et à une déduction minutieuse, nous comprenons la vérité. L'inspecteur, arrivé discrètement derrière Miss Marple, s'avança pour placer M. Clément en garde à vue. Gerald, pâle et secoué, avait du mal à croire à cette révélation, tandis que le village assimilait lentement la vérité que le danger avait toujours été proche. Alors que la soirée touchait à sa fin et que, la maisonnée s'installe, Miss Marple retourna à son cottage. Assise près de la fenêtre, elle tricotait dans la lumière déclinante, réfléchissant une fois de plus à la nature humaine. Le mal, pensa-t-elle, se cache souvent derrière des visages ordinaires. Et pourtant, avec patience et une observation attentive, les motifs émergent. Le violon s'était tu. La vérité avait joué sa note finale, obsédante. Et dans le calme de St. Mary Mead, la vie reprit, bien que toujours touchée par l'ombre qui avait traversé le village et par le génie subtil d'une femme qui avait tout vu se dérouler.